Mardi, nous sommes le 2 juin 2020. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité légendaire à notre programme qui passe à la loupe l'actualité portant sur la maladie à coronavirus. Dans ce numéro, nous allons avec notre invité, professeur Yao Kassankouyon, professeur agrégé de santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite, évoquer ce thème Afrique. L'OMS s'inquiète d'une explosion de malaria en pleine pandémie de coronavirus. Bonsoir professeur, merci d'avoir honoré ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors d'entrée de jeu, comment vous passez ce temps bien sûr de crise sanitaire en tant qu'un ancien haut fonctionnaire de l'OMS? Bon, je passe comme la plupart de tous citoyens en général. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je respecte globalement les mesures qui sont édictées par le gouvernement. Oui. Et globalement, toutes les mesures, j'essaie de les respecter, en particulier les mesures barrières. Et comme je suis actuellement à Lomé, je fais partie du comité de gestion du ministère de la Santé. Oui. Donc, chaque jour, on a une réunion avec tous les membres de ce comité-là par vidéoconférence. Et une fois par semaine, on se retrouve également ensemble pour suivre l'évolution et donner nos avis. Merci bien sûr pour ces précisions et explications ça et là. Alors, on sait que la maladie à coronavirus a commencé timidement en Afrique vers fin février, mars, avril, mai. Nous sommes en juin et on sait que dans la sous-région ouest africaine, sinon l'Afrique subsaharienne, c'est la période aussi de la malaria. Comment juguler ces deux maladies en ce temps-là pour ne pas jouer en faveur d'une autre? Bon, voilà. Il faut faire attention, parce que la pandémie du coronavirus 19, elle est là. C'est une urgence sanitaire. Oui. Donc il faut la gérer, mais en même temps, il ne faut pas oublier ce que nous appelons les autres programmes importants de santé publique au sein du pays. Et ces programmes, ils sont assez nombreux quand même. Donc, au niveau du ministère de la Santé, ils ont mis en place une commission qui va essayer de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour ne pas oublier ces autres maladies qui sont d'importance capitale, qui sont très importantes dans la lutte contre la maladie au Togo. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire aujourd'hui que coronavirus a absorbé toutes les ressources, que ce soit financières, techniques, humaines, en défaveur bien sûr des autres maladies qu'on connaît, le paludisme, sinon la malaria, et puis d'autres également, le sida, dans la sous-région? Bon, je n'ai pas analysé sur le plan financier les ressources de ces différents programmes que vous venez de noter. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan des ressources humaines, le coronavirus consomme beaucoup le temps des ressources humaines au sein du ministère de la Santé que je connais le mieux. Ça consomme en termes de soins aux patients, en termes de surveillance de la pandémie au niveau du Togo. Ça consomme beaucoup de leur temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres activités. Je sais qu'il y a certains hôpitaux qui ont donné quelques statistiques. Oui. À cause de la pandémie du coronavirus au Togo, il y a eu une diminution de la fréquentation des centres de santé. Voilà, des formations sanitaires au Togo. Voilà ce que je peux dire.
Maintenant, quand on sait que beaucoup de personnes, disons plusieurs personnes en ce temps, ont peur bien sûr d'aller dans ces centres de santé un peu partout sur le territoire ainsi que dans d'autres pays de l'Afrique. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'ils vont se livrer bien sûr à l'automédication et compliquer davantage la situation en matière de traitement? C'est une option. Et le département du ministère de la Santé est en train de prendre ce que nous appelons des mesures, oui, pour que la population sache quelles sont ces mesures qui sont prises au sein des formations sanitaires pour éviter que lorsque quelqu'un ou une personne est malade et qu'elle vient dans un hôpital, dans un centre médico-social, pour éviter que cette personne soit contaminée. En particulier, où les faire asseoir, quelles sont les distances qu'il faut respecter, le personnel même, comment il doit se comporter, quel type d'habillement le personnel doit faire pour éviter également que les personnes ne se contaminent, mais également que les patients qui viennent au sein des hôpitaux, au sein des dispensaires, au sein des centres médico-sociaux ne soient sujets à une contamination. Et ça, c'est en cours d'évaluation de l'ensemble des formations sanitaires, donc des dispensaires, des hôpitaux. Et sous peu, ces formations sanitaires, ces hôpitaux seront réaménagés pour éviter que le personnel ou bien les patients qui viennent, quand je dis patients, ce sont les malades, quoi, qui viennent dans ces hôpitaux ne se contaminent. C'est la période de la saison pluvieuse dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine. Comment traiter ces deux maladies-là en ce temps-là? Comment les prendre? Bon, ce qu'il faut généralement quand la saison des pluies commence, oui, le paludisme qui est transmis par la piqûre d'un moustique qu'on appelle Anophèle femelle, le nombre de cas de paludisme augmente. Et généralement, le personnel de santé, il est préparé à ça. Quand je dis il est préparé, dans chaque formation sanitaire, ils savent à quelle période ces cas surviennent. Maintenant, comme les patients, quand je dis les patients, les malades potentiels, ceux qui auront de la fièvre, qui ressemblent du paludisme, ces gens ont probablement peur de venir au sein des formations sanitaires, des dispensaires, des hôpitaux. Il y aura une campagne pour les sensibiliser, leur dire que venez, nous avons pris les dispositions qu'il faut pour vous faire traiter. Par contre, le personnel doit être renforcé, le personnel de ces formations sanitaires, pour qu'il puisse, quand je dis renforcer, ça veut dire qu'il faut plus de personnes. Est-ce qu'il y a vraiment de la ressource humaine qualifiée disponible pour renforcer ces personnels-là, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays, dans d'autres pays de la sous-région? Est-ce qu'on en a vraiment aujourd'hui en Afrique? Bon, si je prends d'abord le Togo. Oui. Et quand on parle de personnel qualifié, je pense qu'il y en a. C'est une question de moyens financiers pour recruter. Ok. Quand je regarde la faculté des sciences de la santé, qui est l'ancienne faculté de médecine, chaque année, il y a environ 50 à 60 médecins qui sortent de cette institution. Quand je prends l'école nationale des auxiliaires médicaux, des sages-femmes, il y a un certain nombre. Et je ne suis pas sûr que tous sont absorbés par les cliniques. Donc, il y en a. Deuxièmement, il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont à la retraite comme moi, mais qui ont actuellement assez d'énergie également pour pouvoir travailler. On peut également faire appel à ces personnes également. Donc, il y a ces deux possibilités pour le Togo. Maintenant, pour la sous-région africaine, à l'exception de quelques rares pays où il n'y a pas assez de ressources humaines, la plupart des pays, ils ont des facultés de médecine, des écoles des infirmiers, des retraités capables de faire, mais c'est une question de finances pour recruter ces personnes. Justement, on sait aujourd'hui que la plupart des pays à travers le monde ont été épargnés de cette affaire de coronavirus, et en particulier l'Afrique qui, dans tout son ensemble, est confrontée à ce problème sanitaire. Et à côté, il y a aussi la crise économique, financière dans tout son ensemble. Est-ce qu'on peut avoir les moyens requis qu'il faut pour recruter ou bien faire appel aux bonnes volontés pour quand même travailler pour
rehausser l'éclat, bien sûr, des couleurs de son pays. C'est le moment ou jamais, peut-être. Bon, ça, c'est une question peut-être qu'il faut poser aux personnes qui sont au niveau des finances. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les pays criants, on dit récession financière dans tel pays. Est-ce que l'Afrique est préparée pour vivre l'après-Covid? Et on est appelé à vivre avec la maladie. Timidement, on lance les activités. Et dans la foulée, on est dans une période pluvieuse. Et il faut juguler tout cela. Et on se demande justement, est-ce qu'on est vraiment préparé? Bon, moi personnellement, quand je prends le Togo, oui, on va partir toujours du Togo. Oui, parce que bon, pour le moment, je dis c'est le pays que je connais le plus actuellement, parce que comme j'ai pris la retraite de l'Organisation mondiale de la santé, je peux parler des autres pays, soit sur le papier ou bien sur ma connaissance de ces pays il y a déjà 4 ou 5 ans. Donc si je prends pour le Togo, je trouve que c'est une question d'organisation. Maintenant, si on doit recruter des gens et que on n'a pas suffisamment de moyens financiers, bon, au niveau des pays développés, quand je dis pays développés, ce sont les pays européens, ce sont les pays, l'Amérique, en particulier l'Amérique du Nord, et ils vivent beaucoup sur des dettes. On peut faire des dettes et puis payer plus tard quand la pandémie serait passée. Donc c'est une question de choix. Mais ça permet de protéger sa population. Mais on a comme l'impression aujourd'hui que la plupart, sinon la plus grande partie des ressources qu'on a sont beaucoup plus éjectées dans cette affaire de coronavirus. Mais le constat est clair aujourd'hui qu'en Afrique, le paludisme tue plus que coronavirus. Ça, c'est vrai. Quand on prend l'Afrique, bon, je n'ai pas les derniers chiffres du nombre de décès, mais si on prend le cas du paludisme en 2018, à la fin de l'année 2018, les données disponibles montraient qu'il y a eu à peu près 218 millions de cas de paludisme et il y a eu à peu près 405 000 décès. Et parmi ces cas de paludisme, 93% venaient de l'Afrique. Dans le monde entier. 93%. 93%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors que la population africaine ne fait pas 93% de la population mondiale. Quand on prend les décès, la plupart des décès, les 405 000 à 94% viennent de l'Afrique. Et bon, ces décès sont majoritairement des décès d'enfants de moins de 5 ans. Parce que ce sont ces enfants qui résistent le moins. Donc, c'est vrai que le paludisme, c'est un problème important en Afrique. Maintenant, je n'ai pas regardé les statistiques depuis que la pandémie a été déclarée au niveau du Togo, le 20 mars 2020, pour avoir une idée, est-ce qu'il y a une augmentation ou non. Mais c'est des pistes qu'on peut regarder. Globalement, comme je l'ai dit, 30% dans un hôpital, il y a, les gens disent qu'il y a à peu près 30% de moins de personnes qui consultent. Maintenant, parmi ces personnes, est-ce qu'il y a des cas de paludisme maintenant ou non? On ne sait pas. Mais ce dont je suis convaincu, je vous ai dit qu'il y a une commission qui est mise en place pour savoir quelles sont les activités qu'il faut continuer. Et je pense que la lutte contre le paludisme, la lutte contre la mortalité chez les femmes enceintes en particulier, la lutte contre la mortalité et les affections chez les enfants feront partie des priorités. Donc la vaccination, les accouchements, la lutte contre les anémies, etc., ça fera partie. Et que le Togo en tiendra compte. Ce que veut dire qu'il n'y a pas lieu de laisser de côté une maladie, on prend tout en charge en ces temps. Bon, la commission ne s'est pas encore réunie, mais peut-être qu'il y aura certaines maladies qui évoluent moins défavorablement vers la mort, pour lesquelles on peut peut-être patienter un peu, mais pas toutes les. Il y aura quand même quelques maladies. Parfait. Mais le paludisme, les affections de la femme, des enfants, je pense que ça fera partie des priorités.
On va essayer maintenant de jeter un coup d'œil sur les statistiques publiées par la cellule d'information Riposte, ce qu'ils ont laissé à la date, bien sûr, du 1er juin 2020. À la date, bien sûr, du 1er juin 2020, nous avons des chiffres comme suit. 215 cas actifs, 215 cas guéris, 13 décès, 443 cas confirmés au total avec 20 500 nombre total de tests effectués. Apparemment, la balance a été équilibrée à la date, bien sûr, du 1er juin 2020. 215 des deux côtés. Bon, il faut d'abord faire un constat à la date du 1er juin 2020. Oui. C'est que de plus en plus de personnes guérissent. Voilà. Ça c'est important. Et à la date également, ici, il n'y a pas les détails, mais on se rend compte à la date du 1er juin. Et quand on prend les cas semaine par semaine, il y a une stabilisation du nombre de cas positifs depuis à peu près 2 semaines. Et il faut qu'on fasse tout pour maintenir cette stabilisation, que ça n'augmente pas. Parce qu'il y a 3 semaines, c'était autour de 149, je pense. Et il y a 2 semaines, autour de 56. La semaine qui vient de terminer le dimanche passé, 57. Donc il faut qu'on fasse tout pour diminuer le nombre de nouveaux cas positifs. Et pour le faire, comme vous le savez, il faut respecter les mesures barrières. Donc c'est les mesures barrières, il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas rester indéfiniment dans la pandémie. Oui. Ce sont les mesures barrières. Bon, je sais que parfois c'est difficile pour certains. Et quand je vois certains au bord de la route qui se mettent peut-être à prendre entre eux, c'est l'aspect social, une bouteille de bière ou bien une bouteille de sucrerie, et que ces personnes ne respectent pas les mesures barrières, je m'inquiète. Quand je vois des enfants qui jouent entre eux et que les parents n'ont pas éduqué à respecter les mesures barrières, je m'inquiète parce que je me dis le jour où ces enfants vont retourner au niveau de leur école. Puisque nous les parents, nous sommes là pour faire comprendre. Dans ma maison, depuis 2 mois, j'ai fait tout pour que les gens sachent que les mesures barrières là, il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Pour sa propre santé. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour sa propre santé. C'est quoi votre secret? Et ça, le message est passé. Comment vous avez procédé? Bon, au tout début, quand il y a eu les cas, chaque fois que je m'assieds et que quelqu'un ou quelqu'une dans la famille vient s'asseoir à côté de moi, je lui demande est-ce qu'il y a 1 mètre. S'il n'y a pas 1 mètre, déplace-toi. Si je suis en train de manger et puis on veut venir me dire quelque chose, je dis est-ce qu'il y a 1 mètre entre nous? Je dis ça là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour que si tu es malade, si je suis malade, qu'il y ait quelqu'un qui ne contamine pas l'autre. Ça, c'est ce que j'ai fait chez moi. Et quand je sors également, parfois il m'arrive de faire un peu de marche. Quand je vois des gens au bord de la route, j'essaie de leur demander est-ce qu'ils pensent à leur vie. S'ils pensent à leur vie, il faut qu'ils respectent les mesures barrières. Voilà. Donc c'est comme ça, on est appelé à vivre avec la maladie, donc il faut qu'on respecte scrupuleusement les gestes barrières. Oui, en ce moment, on ne disait pas qu'au début, on ne disait pas qu'on allait vivre avec la maladie, mais maintenant, il est de plus en plus clair que après mars, avril, mai, la maladie persiste et qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec la maladie. Justement, et surtout qu'il y a les indiscrétions qui disent que la reprise des classes est pour bientôt. On aura encore des enfants qui vont aller à l'école. Il faut quand même qu'on arrive à les inculquer cette notion du respect, bien sûr, de ces gestes barrières pour éviter peut-être la contamination. Oui, et surtout leur enseignant, parce que je me dis, s'il y a un enseignant qui va dans un groupe social, et que cet enseignant est contaminé, quand il vient pour enseigner, il peut aussi contaminer les enfants. Donc l'ensemble là, il faut vraiment
respecter les mesures barrières. Et je me dis, si j'étais un directeur d'une école d'éducation, donc de formation des enfants, j'allais faire tout vraiment pour mettre en place un système qui fasse que nos enfants qui vont dans ces établissements-là, qu'ils puissent respecter. Je sais que c'est difficile, Oui. mais en l'impossible, disent certains, nul n'est tenu. Petit à petit, on peut y arriver. Il faut dire quand même qu'on parle bien sûr de la malaria à travers notre thème du jour. On s'inquiète bien sûr de l'explosion de la malaria en Afrique en ce temps de coronavirus. Mais quoi qu'on dit, c'est pas aussi grave en Afrique comme dans les pays du Nord, du vieux continent, quand on voit un peu les cas de contamination et de décès enregistrés celle-là les jours passés, en ces derniers jours. On a quand même un petit espoir qu'en Afrique, la maladie à coronavirus, pour le moment, on est arrivé quand même à réussir à plus ou moins maîtriser. Oui, mais c'est là mon inquiétude. On dit que si tu es excellent, ça veut dire que tu es en haut. Il faut faire tout pour rester excellent. Donc nous sommes arrivés à maintenir parce que nos dirigeants ont pris très tôt certaines mesures, comme on vient de le dire. Et si nos dirigeants avaient pris un peu tardivement ces mesures, on ne serait pas au Togo à 443 cas. Parce que quand j'analyse les données, dès que le Ghana et le Nigeria ont fait leur déconfinement et que les gens ont commencé par voyager, les cas positifs qui étaient presque confinés dans la région de Lomé commune et dans la région maritime, là, plus la région centrale, Sokodé, ça a commencé par s'éparpiller et à atteindre pratiquement tout le Togo. Donc, nos dirigeants ont pris des mesures salvatrices. Maintenant, si nous baissons la garde, et comme vous l'avez dit il y a déjà quelques 15 ou 20 minutes, la saison des pluies vient avec le rafraîchissement de la température. Oui. Il va faire un peu plus froid. Et quand on dit qu'il fait froid, généralement, si nous prenons les anciennes, les grippes saisonnières, c'est pendant la saison fraîche. Le changement brusque de température. Donc, nous ne baissons pas les bras. Et de plus, si on baisse les bras parce qu'on a été... Justement, quand je sors et que je vois depuis une semaine, j'ai l'impression qu'à Lomé, certains pensent que le gouvernement a maîtrisé, ils peuvent sortir et aller dans les bars. Maintenant, si on baisse les bras et que on n'applique pas les mesures barrières, bon, on risque d'avoir des flambées. Et qui dit flambée dit décès. Alors, quand on analyse un peu les chiffres en Afrique, dans la globalité, on sait qu'en Égypte, en Algérie, Maroc un peu, en Afrique du Sud et la sous-région ouest africaine, on parle très peu des contaminations en hausse. Si ce n'est pas peut-être la Côte d'Ivoire qui, en ces derniers jours, a enregistré plusieurs cas. Le Nigeria, ça s'est temporisé un peu. Le Ghana aussi. On peut dire quand même que c'est parce que la température de l'autre côté a joué en leur défaveur ou comment? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas dire que la température a joué en leur défaveur. Au départ, j'avais fait quelques analyses personnelles. Et quand on va en Europe le matin, quand les gens sortent, et la plupart, la majorité vont vers les transports en commun, qui sont bondés de monde. Il y a les transports en commun. Parmi les transports en commun, il y a le bus. Oui. Il y a les métros. Et quand on est dans les métros, vous voyez au moins, on se bouscule, 100 personnes, 200 personnes qui se bousculent d'un métro à un autre, etc. Ce qui n'est pas le cas toujours en Afrique, exception faite de quelques grandes villes. Alors qu'en Afrique, quand on regarde, c'est beaucoup plus les moyens que je dirais individuels. Individuels, personnels. Personnels, oui. Les motos. Ceux qui ont un peu plus de moyens, ce sont les voitures. Moi, j'ai eu l'impression que ça nous a un peu protégés. Et de plus, bon, on dit également que pour les décès en Afrique, on a moins de population âgée par rapport à l'Europe. Mais je pense à ces moyens personnels, on ne prend pas trop les transports en commun. Il n'y a pas trop le système de transport en commun de métro. Et je pense que c'est ça. Maintenant,
Quand on revient aux pays africains, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Oui. Bon, pour ceux qui connaissent Abidjan, je ne suis plus parti il y a quelque temps, mais c'est un peu une grosse agglomération. Et quand on libère, ça veut dire que ce n'est pas le même niveau qu'en Europe, mais il y a beaucoup de concentration de personnes qui se passent. Et c'est la même chose que pour la péninsule, un peu de Dakar également, où les gens sont concentrés au centre-ville et dans certaines faubourgs. Donc, en gros, je me suis également dit, est-ce que la température a contribué à une limitation de la transmission? Et quand je réfléchis, au Togo et même dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, pendant le mois de mars, avril, où il fait le plus chaud, il y a eu quand même une persistance et une continuation de la transmission. Donc ça ne veut pas obligatoirement dire que la chaleur nous protège contre la transmission. Donc on doit toujours prendre nos gardes et veiller toujours à respecter les mesures barrières. Les mesures barrières. Jusqu'à ce que, quand on verra que la tendance est complètement vers zéro ou bien vers un chiffre maîtrisable, le gouvernement, à partir des analyses, saura ce qu'il faut faire. Alors, quand on dit il faut apprendre à vivre avec la maladie, c'est l'expression ces derniers jours. Concrètement, ça veut dire quoi? Il faut observer les gestes de barrière et puis continuer ses activités dans tout son ensemble sans se faire trop de soucis avec cette maladie de coronavirus. Bon, ce qui est... En gros, c'est ce que ça veut dire. Continuer à observer les gestes barrières. Ça, c'est globalement. Maintenant, 2, réaménager les services. Parce que dans certains services, les gens peuvent être très concentrés. 4, 5 dans un même bureau. Voilà. Tout cela, il faut revoir. Il faut revoir ça. Il faut le faire d'une façon rotative, peut-être 2 personnes. Et puis, vous pouvez devenir un expert en consultation. Bon. Donc, il faut réaménager. Maintenant, au niveau des marchés, où on se concentre. Bon, le marché en Afrique demeure toujours le marché, quoi qu'on dira. Le marché, c'est toujours le marché. Non, mais... Vous est arrivé peut-être de faire un petit tour dans les marchés en ces temps-là, je ne sais pas. Il fallait peut-être faire le tour, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays. Il y a certes des masques qui ont été mis, c'est là, mais bon, il y a toujours un petit relâchement. J'y ai réfléchi, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'à l'intérieur du marché, quoi. Je passe le long du marché, je regarde ce qui se passe, mais je ne suis pas rentré. Mais comme vous me le conseillez, je vais prendre mes mesures barrières, peut-être aller voir, parce que ça édifie. Oui. Ça te permet de voir ce qui se passe. Et quand tu discutes avec les gens, ça te permet de savoir également ce que les gens pensent. Mais je reviens au marché. J'ai l'habitude de dire aux gens que si tu es en train de courir et d'aller vers un endroit, on te dit que quand tu vas aller là-bas, il y a la mort. Est-ce que tu vas continuer? Non. Donc, pour aller au marché, les gens doivent savoir que il ne faut pas que j'aille au marché pour ma propre mort. C'est pour ma santé. Je dois revenir vivant. Voilà, donc c'est ça petit à petit qu'on doit amener toute personne à savoir que je ne veux pas aller dans un magasin pour revenir malade. Bon, peut-être, voilà, pas mort, mais pour devenir malade et obliger le gouvernement à te prendre en charge, etc., etc. Donc, quand ce sera inculpé, peut-être à 70-80% de la population, peut-être que nous allons nous en sortir. Je pense aussi qu'il faut souligner que dans les marchés, il y a un gros travail qui se fait, que ce soit au niveau d'Adaulato, marché des Reitrenaoui, à Gouassi, à Didou Gomé, à Kbalimé, à l'intérieur du pays, à Takpamé et consorts. Moi, j'ai fait un petit tour en ces temps-là. J'ai fait un petit tour dans ces marchés-là. Et quand on prend par exemple la ville de Lomé, région maritime dans tout son ensemble, il y a quand même un grand effort. Il faut placer les masques, il faut laver les mains. Certes, il y a de petits relâchements, mais il y a des agents qui, chaque 1h30, passent pour rappeler ça aux gens. Et finalement, ça commence pas quand même à être respecté.
Mais n'empêche, il faut quand même qu'on intensifie un peu la sensibilisation et mettre les gens devant le fait accompli pour qu'ils sachent vraiment qu'on est face à un danger. C'est pas seulement une affaire des autres. Oui, bon. Comme vous avez pu faire le tour des marchés, vous avez une idée. C'est une bonne chose. Moi, j'ai suivi plutôt des reportages sur les chaînes de télévision. À l'intérieur du pays, c'est quand même bien organisé. Mais à Lomé, on a comme l'impression que les gens croient que c'est une affaire des autres. Ça ne nous concerne pas vraiment. C'est là où je voudrais en arriver. Maintenant, quand on prend un bar, une buvette, c'est un peu comme un petit marché. Il y a tellement de monde, surtout en ce temps-là, les gens, vraiment, quand on a dit le gouvernement a assoupli un peu les mesures, on revoit un peu l'heure du couvre-feu, désormais à partir de 22h à 5h, aïe, c'est parti. Donc je me dis, bon, il y a le volet économique, donc les gens qui ouvraient ça. Le volet social, c'est ceux qui avaient le besoin de se retrouver et que ceux ne se retrouvaient pas. Mais en gros, chacun de nous doit avoir en tête qu'il ne faut pas que j'aille quelque part pour attraper une maladie. On doit prendre toutes les mesures, mais malgré ça, peut-être que ça peut venir, mais il vaut mieux se préparer. Parfait. On va commencer par prendre des questions, celles-là, qui nous ont été posées par les téléspectateurs, vous qui nous suivez actuellement. On va prendre la toute première question qui nous dit ce qui suit. Pourquoi l'OMS doute de l'efficacité de Covid Organics sans demander son essai dans les pays les plus frappés par le coronavirus? Bon, je ne peux pas répondre à la place des responsables actuels, mais je peux donner mon idée. Oui, ça nous intéressera. Voilà, mon idée, c'est que pour fabriquer un médicament, puisque le Covid organique, c'est un médicament, il y a tout un processus que les gens suivent. Quand je dis les gens suivent, les fabricants suivent, jusqu'à arriver au niveau qu'on appelle stade 4. Ça, c'est dans les situations normales. Quand je dis situation normale, il n'y a pas trop d'urgence, quoi. Et ce processus peut prendre 10 à 15 ans pour arriver à un produit. Maintenant, dans le cadre de cette pandémie, et que maintenant il y a un médicament qu'un pays dit qu'il a trouvé, bon, peut-être qu'il aurait été bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, que le pays écrive à l'OMS pour dire que nous avons fait telle ou telle préparation. On a vu quand même le président qui a échangé avec le premier responsable de l'OMS, mais ça t'étonne toujours. On n'a pas toujours un bon retour. Quand même, il y a un début d'essai de confiance, mais c'est pas vraiment ça. Bon, je me dis que bon, peut-être que le début n'a pas été en tant que tel. C'est-à-dire que la démarche au départ n'était pas peut-être la bonne. Voilà, c'est ça qui a amené le malentendu. Maintenant que c'est en train d'être corrigé, on espère que beaucoup de pays peuvent tester. Je dis bien tester, je ne veux pas dire prendre pour traiter en tant que tel. Tester le produit Covid organique et voir qu'est-ce que ça donne. Et bon, généralement, comme je dis, il y a tout un long processus. Là, il faut voir surtout les effets secondaires. Est-ce que par rapport aux effets bénéfiques et aux effets secondaires, qu'est-ce qu'on gagne, quoi. Je pense que peut-être qu'ils vont arriver là, l'OMS et le pays en question. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question qui nous a été posée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. On va prendre la seconde question dans cette émission de ce jour. Bonsoir le plateau. On remarque que dans les cantons et villages, les gens ne respectent rien dans toutes les mesures barrières contre la maladie. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bon, j'aurais peut-être préféré si la localité a été citée ou on nous donnait peut-être une idée de la zone. Ça nous aiderait beaucoup plus. Je suis d'accord, parce que quand on dit les cantons, c'est comme si tous les cantons du Togo, tous les villages du Togo. Non. Moi, par exemple, je sais que dans certains cantons, je dis bien dans certains cantons et dans certains villages, les gens sont très
bon, quand je dis assez consciencieux. Très. Bon, voilà, vous dites très. Si nous prenons par exemple la préfecture d'Agou, tous les cantons, mais on n'a pas encore un seul cas là-bas, ce qui veut dire qu'il y a un bon travail qui se fait. Voilà. Dans le Raro, il y a un travail qui se fait également. Dans les autres cantons également, malgré qu'il y a des cas qui ont été détectés, on a quand même des gens qui sont à pied d'œuvre, qui font quand même du bon boulot. On aurait peut-être aimé si le téléspectateur ou téléspectatrice qui nous a écrit nous situer un peu par rapport au lieu. Là, on saura ce qu'il faut faire avec les autorités compétentes. Oui. Essayer peut-être de demander à ce qu'on revoie un peu. Oui, bon, je pense que c'est ça. Il faut que la personne puisse, après cette émission, oui, nous situer. Peut-être nous situer un peu. Et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait un peu plus de respect. De respect, pour éviter le pire. Ouais, parfait. La suite de l'émission avec des questions-réponses. La troisième question. Salut New World, peut-on prétendre la fin de Corona avant de reprendre toutes les activités? Et si oui, que feront les autorités à propos des frontières si la maladie continue à sévir dans les pays voisins? Que feront bien sûr les commerçants qui font circuler leurs marchandises de pays dans deux pays voisins? Merci New World. Bon, pour répondre à cette question, on ne peut pas attendre la fin complètement du coronavirus. Là. Ça veut dire qu'il y a 0 cas avant peut-être de reprendre des activités. C'est pourquoi la nouvelle donne maintenant, il faut apprendre à vivre avec la maladie. Voilà. Donc maintenant, comment apprendre à vivre? Ça veut dire qu'au niveau de ces frontières, oui, il faut mettre des systèmes qui permettent de contrôler autant que possible les gens qui viennent. Par exemple, les tester et les suivre dès que ces personnes rentrent à l'intérieur du pays. Et si certaines tombent malades, on peut les isoler et les traiter. Mais quand je dis les suivre, donc on te teste probablement à l'entrée. Oui. Et puis, si tu es négatif, on te suit quand même parce qu'on ne sait pas si après une semaine ou bien 3 ou 4 jours, tu vas devenir malade ou non. Mais il ne faut pas suivre comme ça. Il faut toujours, comme je l'ai dit, expliquer à la personne. C'est pour sa santé et pour la santé des autres. Je pense que donc pour répondre, pour ce résumé, on ne va pas attendre la fin. Donc il y aura, le gouvernement peut mettre en place des mesures à ses frontières, et en dehors même des frontières à l'intérieur du pays, parce qu'il y a certains qui peuvent ne pas utiliser les frontières, comme je dis, normales, officielles, mettre en place des systèmes. Même c'est déjà en place actuellement, puisque au niveau des différentes préfectures, chaque fois qu'il y a un voyageur qui vient dans une localité, les gens sont conscients que du point de vue de la santé, il faut qu'on dise à la personne, il faut peut-être aller se faire tester. C'est ça qui fait qu'actuellement, dans beaucoup de préfectures, on teste les voyageurs qui viennent des pays limitrophes et on trouve des cas. On trouve des cas, justement. La question a été également posée hier au secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, docteur Aoussi Sossinou, qui nous faisait savoir même pour ceux-là qui entrent sur le territoire togolais à travers les vols, ils sont testés au niveau de l'aéroport et on a trouvé même 5 cas qu'on a transférés au CHR qui sont en train d'être suivis. Les autres sont en 14 heures en attendant de voir clair. Voilà ce qui se fait sur le terrain. On continue avec les questions dans cette émission. Combien de cas actifs nous avons au Togo? Combien de cas actifs au 215. Voilà. 215. La situation de ce jour. Non, il faut attendre vers 18h30. Là, les informations vont évoluer. Un peu plus tard pour avoir les informations. Par rapport à ça. À la date du 1er juin 2020, on a 215 cas et 215 cas guéris. 215 cas guéris. 215 cas actifs. Voilà. 215 cas actifs et 215 cas guéris avec 13 décès. Voilà un peu la situation au Togo concernant la maladie à coronavirus. La suite avec la question. C'est quoi coronavirus? Ah oui, ça revient très souvent à cette question-là. Bon, il faut répondre que c'est un virus. Parce que quand on dit virus, là, c'est un microbe qui est très, 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 très petit. Donc, qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Oui.
Et ce coronavirus, bon, on a dit que c'est quoi un coronavirus? Il y a plusieurs coronavirus. Oui. L'actuel là, qui est responsable de la pandémie, on l'appelle le coronavirus 19 là. Et donc, on l'a découvert en décembre 2019. 19. Oui. Et c'était en Chine. C'est ce qu'on peut dire, mais en gros, un coronavirus, c'est un virus qui est très très petit. Maintenant, il y a le mot corona, qui veut dire couronne. Couronne. Donc, qui a une forme de couronne. Ce ne sont pas tous les virus à virus. couronne. Voilà. Donc, c'est ce que je peux répondre d'une façon globale. Et il y a d'autres également qui demandent ce que ça signifie Covid. Covid, ça veut dire, selon d'autres experts sur ce plateau, coronavirus, disease, 19, Covid-19, bon, en 2019, comme vous venez de le souligner. Oui, c'est l'appellation anglaise. Anglaise, voilà, sur ce plateau. On évolue avec de nouvelles questions dans cette émission. Merci pour l'émission. Merci à vous aussi. S'il vous plaît, on remarque que dans les milieux reculés, les gens ne respectent aucune mesure barrière. Et même quand on te voit porter le masque, on te surnomme Corona. Aidez-nous. Ah oui, mais cette question-là, cette remarque-là revient très souvent à l'intérieur du pays, à certains endroits, même dans la capitale togolaise. Il y a d'autres qui s'en fichent pas mal. Ils ont quand même les masques. Soit on met ça devant la voiture. Si on est seul dans la voiture, on comprend encore. Seul sur la moto, on comprend. Mais quand on est 2, 3, alors il faut qu'on commence par les porter pour éviter le pire. Oui, bon, quand la personne dit aidez-nous, bon, la personne peut les milieux, il faut qu'on commence par nous donner les noms de ces différentes localités-là pour qu'on puisse avoir le cœur net, pour pouvoir alerter les premières autorités, les patrons de la cellule riposte pilotée par le chef de l'État même, et avec l'aide du ministère de la Sécurité, ministère de la Santé, et également le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, pouvoir localiser le lieu et savoir ce qu'il y a lieu de mener comme activité allant dans ce sens de la riposte. Oui, bon, je voulais dire que la personne elle-même peut aider. Parce qu'elle a déjà l'information. Voilà, elle a l'information. Peut-être que les autres n'ont pas l'information. Bon, parfois, certains, ils ont l'information, mais ils font semblant de ne pas avoir l'information. Donc, la personne peut aider en donnant l'information. Par exemple, nous venons de dire qu'à la date du 1er juin, il y a eu tel nombre de cas actifs, tel nombre de décès. Bon, donc en leur donnant les informations, peut-être que les personnes là peuvent changer. Bon, mais parfois je vais un peu plus loin. Oui. Si tu donnes l'information et puis les gens ont l'impression que les cas de décès c'est à Lomé, alors que c'est pas Lomé, la personne est ailleurs, voilà. Il y a Lomé, il y a également à l'intérieur du pays. Voilà, il faut que les gens sachent que il y en a, dans la savane. Bon, que les gens sachent que les décès là, les cas c'est partout au Togo. Donc en donnant déjà ces informations et que peut-être que ceux qui ne suivent pas les mesures barrières là, demain ou après-demain, ça peut arriver à leur niveau. On ne sait jamais. Donc il faut la personne peut s'aider. Voilà. On va prendre la toute dernière question de cette émission de ce jour qui nous dit ce qui suit. C'est un peu lourd. Bonsoir, chers spécialistes. J'aimerais savoir pourquoi c'est obligatoire de porter le masque. Or, nous savons tous que lors de la respiration, nous inspirons l'oxygène et nous expirons le gaz carbonique, alors que le gaz carbonique rejeté reste dans le masque à 50 à 60% de CO2 retourne dans les poumons et affaiblit l'organisme, entraînant plus tard d'autres maladies, décès précoces. Pas plus qu'aujourd'hui, j'étais sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé où c'était dit seul celui qui prend soin des hommes positifs du Covid-19 doit porter le masque. Donc expliquez à la population l'idée qui est derrière le port obligatoire du masque, que nos médecins nous prouvent qu'ils ont un bagage intellectuel lourd et non des copies-collées. Ma deuxième question est celle-ci. J'aimerais savoir si le virus est naturel ou c'est créé par un homme. Merci beaucoup.
Bon, je vais commencer par la première question. Oui. Et la personne a lu sur le site de l'Organisation mondiale de la santé que seul le personnel de santé qui en contact avec le malade devait porter ça. C'est au début, ça. Au début. Ça, c'est au début. Ça évolue. Hein. Voilà, donc il faut voir la date où c'était dit. Maintenant, la connaissance scientifique varie en fonction de la connaissance des maladies. Maintenant, on s'est rendu compte après que quand une personne éternue et qu'elle a le virus, maintenant, en mettant le masque, ça limite l'expansion de la maladie, donc à travers les gouttelettes. Et quand une personne porte un masque et que l'autre personne éternue, ça limite que la personne en va. Bon, donc c'est ça qui fait que... Bon, c'est clair, hein, c'est pas, je pense que c'est clair dans la tête de la personne. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le port de masque, quand on respire de l'air, il y a tel, il y a ci, il y a ça c'est un faux problème. Et il y a des reportages qui montrent que dans certaines villes où on a porté le masque... Il faut suivre la télévision ou la télé pour avoir le cœur net par rapport à ces différents points que vous avez soulignés. C'est déjà la fin de l'émission. Okay. Le deuxième point de sa question, je pense que les chercheurs sont à pied d'œuvre pour savoir si c'est créé par l'homme ou bien c'est naturel. Voilà. Effectivement. Mais moi, je dis soit que ce soit créé par l'homme ou bien que ce soit naturel. Protégeons-nous. Merci, professeur. C'est déjà la fin. En 30 secondes. Bon, je vous remercie. Merci je remercie les téléspectateurs pour les questions qu'ils ont posées. Et je leur demande de suivre encore une fois les mesures barrières pour leur propre santé et pour la santé de la population togolaise pour que les aspects économiques redémarrent le plus tôt possible. Merci bien. Merci d'être passé. Professeur Yao Kassankoyon, vous êtes bien sûr professeur agrégé de santé publique et ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. C'est ainsi que nous marquons bien sûr la fin de cette émission de ce 2 juin 2020. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.